Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première, en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'invité du Club des Hommes en Noir. Aujourd'hui, je reçois les essayistes et intellectuels Mathieu Bock-Côté et Laurent Dandrieux pour leur livre commun d'entretien « Le pessimiste joyeux », paru aux éditions Fayard, consacré à l'itinéraire et à la généalogie des idées de Mathieu Bock-Côté, qui se livre aux questions de Laurent Dandrieux. Cet ouvrage est plus qu'un témoignage sur un chemin parcouru. C'est un feu d'artifice d'idées, de raisons de croire et d'aimer. C'est, pour reprendre la phrase de Bernanos au début de La Grande Peur des bien-pensants, un livre vivant, fait pour nous émouvoir d'amitié ou de colère. Je vous rappelle que cette émission est réalisée et enregistrée en partenariat avec le bimensuel L'Homme Nouveau. Mathieu Bock-Côté, Laurent Dandrieux, bonjour. 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 Merci beaucoup de votre présence dans le studio du Club des Hommes en Noir. Alors, j'ai cité le titre de cet ouvrage, Le pessimiste joyeux, qui a étonné beaucoup de monde. Pourquoi ce titre, tout simplement ? C'est à moi de répondre. Par exemple. En fait, c'est une expression que j'ai trouvée dans un des premiers livres de Mathieu Bock-Côté, où il brossait sa généalogie intellectuelle et définissait son conservatisme en parlant aussi de ce qu'il avait hérité de ses parents, et il parlait de son père notamment en le qualifiant de pessimiste joyeux. Et donc, dans le cours de nos entretiens, je lui ai dit que cette expression le définissait lui-même assez bien, il en a convenu et ça s'est imposé assez naturellement comme titre à l'issue de ces entretiens. Ça a le mérite à la fois de souligner la lucidité intellectuelle de Mathieu face à l'époque que nous traversons et les crises civilisationnelles que nous traversons, et en même temps sa manière très particulière d'aborder cette crise, c'est-à-dire avec une forme de faconde, de verve, d'énergie vitale tout à fait impressionnante. D'énergie débordante même. Débordante. Oui. Alors, est-ce que c'est une posture intellectuelle et un tempérament, ou l'un ou l'autre ? Alors c'est un tempérament assurément, c'est-à-dire, comme je vais me dire, il y a une forme de pli de l'âme, c'est-à-dire la joie. On a certaines personnes naissent joyeuses, peut-être d'autres moins. Je pense que ça, c'est une question c'est une grâce de l'existence. Mais parce que vous êtes devant moi. Je ne vois pas du tout de quoi j'aurais pu me tourner vers Laurent, parce que quand on dédicaçait les livres, on marquait du pessimiste joyeux, puis il marquait le pessimiste non joyeux pour lui, quelquefois. pour bien affirmer la différence. Mais non, par ailleurs, je pense que par rapport à l'époque qui est la nôtre, qui est une époque... Dans la mesure où l'Empire romain est tombé un jour, tout tombera. Donc, nos patries, notre civilisation, tout finira comme au mieux dans une pièce de musée tôt ou tard. Donc, il y a une forme de lucidité devant la désagrégation inévitable des choses humaines. De l'autre côté, ce n'est pas une raison pour consentir à l'effondrement de tout. Et par ailleurs, puisque l'existence ne s'épuise pas dans la cité, puisqu'elle elle se trouve aussi dans nos relations humaines, l'amour, l'amitié, la figure du banquet, comme j'aime dire, tout ça, donc la joie est aussi. Donc c'est une manière de ne pas traverser l'existence sur le mode de la déploration permanente. Donc je pense que la joie est une attitude existentielle et le pessimisme est l'autre nom d'une lucidité devant l'histoire qui est la nôtre et devant la certitude par ailleurs que la bête humaine est une bête bien imparfaite. Certes. Vous venez de dire que tout va finir par finir, justement. Est-ce que c'est une sorte de définition incomplète de votre conservatisme ? C'est que en attendant que tout s'écroule, on essaye de conserver le plus de choses possible. Pas que, parce qu'il y a aussi, je pense que le propre dans la cité, il y a le désir quand on fonde une famille, par exemple, quand on construit une cité, un pays, il y a la volonté, il y a un désir d'immortaliser la chose quand même. C'est-à-dire, il y a cette idée que ça va durer au-delà de notre petite existence. C'est ce qu'on appelle le souci de la durée, la volonté de la continuité historique. Ensuite, comme je dis, sachant que tout sera un jour balayé, c'est autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un légitime engagement dans la cité sous le signe de la volonté d'immortaliser les choses qui méritent de l'être, sous le signe de la beauté, du vrai, du bien. Donc ce désir d'immortalisation est aussi ce qui fait en sorte que ça tire les hommes vers le haut.
Je pense qu'il y a au cœur du conservatisme la notion de la fragilité de la civilisation et donc de sa beauté. Parce que l'état naturel des choses, c'est le chaos, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie. Et que donc notre rôle sur Terre est de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de transformer cela autant que nous pouvons en civilisation. Et une fois que la civilisation est advenue, d'éviter qu'elle ne retourne au chaos et à la barbarie. Je pense que c'est vraiment une caractéristique profonde du tempérament du conservateur, c'est de ne pas considérer cette civilisation comme une chose acquise et comme l'avenir indépassable de la civilisation, enfin de l'humanité plus exactement, comme peuvent le faire les progressistes avec leur utopie d'un avenir radieux qui nous serait inéluctablement promis. Tout peut toujours tomber, mais tout peut toujours renaître aussi. Et ce qui permet aux choses de renaître un jour, c'est que même dans la crise, certains hommes demeurent fidèles au noyau vital de la cité, à son trésor premier. Donc il y a la possibilité aussi, en fait, même dans les temps les plus sombres, il y a quelque chose à préserver et à transmettre. Tout peut toujours renaître. Je retiens cette expression qui me semble tout à fait juste. Oui, Laurent, vous vouliez... Non, je voulais juste pour revenir aussi sur cette notion de pessimisme joyeux, je pense que nous autres qui avons le goût des livres, le goût des idées, on a quand même une grande chance par rapport à la moyenne de l'humanité, c'est que ça nous donne une source d'étonnement, d'admiration, d'émerveillement quotidienne absolument inépuisable, que malheureusement trop de gens de gratitude et de gratitude que malheureusement trop de gens ne connaissent pas ou auxquels ils n'ont pas accès. Et ça, c'est un trésor qui illumine la vie, même dans les circonstances les plus pénibles et les plus douloureuses. Alors, comme je m'intéresse au livre, effectivement, j'aimerais qu'on revienne dessus. Non, mais sur sa naissance même. Comment un livre d'entretien naît, en fait ? Qui a eu cette idée ? Vous, Laurent, je suppose. C'est moi. J'ai eu pourquoi, un peu de mal à en convaincre Mathieu, dont la modestie légendaire n'est plus à démontrer, et qui donc trouvait que c'était un peu tôt pour faire son autobiographie intellectuelle. Moi, c'est un livre que j'avais... un type de livre que j'avais toujours eu envie d'écrire. Et puis j'ai la chance donc de connaître Mathieu depuis près de 15 ans et de le connaître bien et de constater que les gens qui l'admirent en France le connaissent moins bien, l'admirent sans trop savoir qui est cette comète venue tout à coup un peu c'est plus qu'une comète, là, c'est une comète qui s'est installée. Donc je n'allais pas dire de nulle part parce que contrairement à la Pologne, le Québec n'est pas nulle part, mais c'est vrai qu'il a surgi dans le paysage français de manière assez soudaine et impromptue, et donc j'ai trouvé intéressant à la fois que son public le connaisse plus intimement, comme j'ai la chance de pouvoir le faire, et aussi à travers cet itinéraire particulier, nous rappeler aussi à nous autres Français la part essentielle de l'aventure américaine dans notre histoire et cette belle aventure que fut la plus grande France, et une aventure qui pourrait reprendre un nouveau souffle si un jour, grâce à Dieu, le Québec devient une véritable nation indépendante. Et si la France renaît, surtout. Et si la France renaît. Mais ce serait une manière aussi de l'indépendance du Québec serait une manière aussi de donner une sorte de second souffle. Donc il vous a convaincu sur la nécessité de l'indépendance du Québec. Je l'étais déjà, mais je pense qu'il m'a donné des raisons supplémentaires. Et puis aussi, à travers... cette genèse intellectuelle, c'est aussi une manière de faire une radioscopie du conservatisme, mais aussi de la vie intellectuelle en France, de comment elle fonctionne, de ses mécanismes, de ses interdits, de ses tabous, et de la façon dont Mathieu est venu les bousculer avec une belle énergie. Vous êtes vraiment fait prier pour répondre à ces questions ? Alors, à cette idée de livre plutôt même. Alors, 45 ans, c'est quand même un peu jeune. Ça y est, on sait son âge. Ah oui, non, sans aller sur la fiche Wikipédia. Je n'ai pas la coquetterie d'une trentenaire. Alors non, je pense que globalement, il y avait un côté... comment dire, il y a une saine pudeur dans l'existence qui consiste à ne pas trop parler de soi, je crois. Il y a une formule c'est Heidegger, parlant d'Aristote, qui raconte sa biographie, dit « Il est né, il a vécu, il est mort ». Mais non, passons l'essentiel. Donc, je suis pas loin de penser ça quelquefois. Donc, je n'étais pas convaincu
de la nécessité, de la légitimité, de la pertinence de parler de soi, en fait, c'est pas très poli. Une fois que c'est dit, dans la mesure où ça permettait de rendre hommage, de transformer ça en exercice de gratitude, ça permet donc envers les maîtres qu'on a eus, les moments formateurs de l'existence qui comptent et qui ont peut-être une valeur d'exemple. Et plus encore, c'était peut-être aussi l'occasion de parler un peu du Québec, donc une forme de cours d'introduction au Québec pour le public français, et par ailleurs de mettre une forme de mise à jour d'une réflexion sur des questions les plus fondamentales qui avaient une pensée. Et par ailleurs, une fois que tout ça est dit, le plaisir de bosser avec Laurent était un élément qui comptait pour beaucoup là-dedans. Donc ce livre s'est écrit dans des circonstances fort agréables, joyeuses, sous le signe de la ripaille. Donc franchement, je pense que l'idée de travailler avec Laurent sur ce projet a été un élément central qui m'a poussé à dire oui. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre vous l'avait proposé... ça aurait été très probablement non. Ah oui, donc c'est un vrai signe d'amitié, ça. Public, là. Je pense que c'est un livre qui a été écrit sous le signe de l'amitié. Bien sûr. Donc ça, vous confirmez cet aspect-là. Bah, j'espère bien. Non, mais c'est important. Ça se ressent effectivement à la lecture de l'ouvrage. J'ajoute aussi que c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience en me lançant dans ce projet, mais je trouve que le côté biographique qui a bousculé un peu la pudeur de Mathieu permet aussi de voir à quel point le conservatisme, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose qui tombe des nuées, c'est pas une philosophie désincarnée, mais au contraire, c'est quelque chose de très incarné, qui se traduit dans des choses très concrètes comme les habitudes vestimentaires, comme les habitudes alimentaires. On va essayer d'en parler des habitudes vestimentaires. Comme effectivement une certaine façon d'aborder les relations sociales et notamment l'amitié. Voilà. Et je trouvais intéressant aussi, j'ai trouvé intéressant au fil de nos entretiens de mettre en lumière ce conservatisme incarné, cet art de vivre en fait, traditionnel, qu'il soit français ou québécois, qui est aussi une manière très concrète de résister au rouleau compresseur progressiste. Mathieu Bock-Côté, vous avez cité Heidegger sur la biographie d'Aristote. Il me semble, moi, que... pardon pour le moi qui est un peu impoli, mais il me semble que pour comprendre les idées d'un homme, il faut connaître quand même sa vie, sa généalogie, et que souvent les idées naissent dans un terreau. Puisqu'on tient tant à l'enracinement, je ne pense pas qu'elles naissent comme ça sans un contexte, sans une histoire, sans une famille. Vous parlez de votre père et notamment que vous avez perdu récemment qui a joué un rôle important dans la constitution de vos idées. Donc il me semble que c'était bon qu'il y ait ce livre. C'est important pour les autres, mais pour soi c'est autre chose. Oui, mais on n'écrit pas pour soi, on n'écrit pas seulement pour soi, on écrit aussi pour un public. La biographie des intellectuels qui m'ont marqué, qui me marquent, me passionne. Ensuite, décider de se ranger dans cette catégorie, ne serait-ce que par l'exercice de l'entretien, c'est autre chose. Mais bon, c'est fait. J'en suis pas triste. Au final, je me suis réconcilié avec tous les aspects de ce livre. Mais cela dit, non, je suis d'accord. Quand on s'intéresse à la pensée de Julien Freund, par exemple, son expérience de la résistance est absolument fondamentale pour comprendre le sens qu'il a développé de ce qu'est l'ennemi. La vie intellectuelle d'Aron, parmi tant d'autres. La vie intellectuelle d'Alan Bloom, formidable excentrique américain. On préfère multiplier les exemples. Donc, je pense que la biographie des grands intellectuels est absolument... Tout comme la biographie des politiques, d'ailleurs. À quel moment, c'est la question, à quel moment quelqu'un devient ce qu'il est devenu? Ça, c'est une question qui est passionnante en elle-même. Ensuite, comme je dis, par excès de modestie qui me caractérise, je trouvais que c'était un peu tôt. Mais finalement... Peut-être que ça vous caractérise alors, finalement. Spontanément, ça sera un autre paradoxe. Ça ne correspond pas à mon auto-représentation de moi-même, je crois. J'ai tendance à dire que les gens modestes ont normalement d'excellentes raisons de l'être. Mais bon, ça c'est une question de tempérament, encore une fois. Effectivement. Et moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée à propos de la critique littéraire, parce qu'on sait qu'il y a cette fameuse querelle entre... à distance entre Sainte-Beuve et Proust, la théorie de Sainte-Beuve, si on caricature, étant que la biographie explique tout de l'œuvre, et Proust répondant que l'homme qui écrit est complètement différent de l'homme qui vit. Et en fait, la vérité est entre les deux, c'est-à-dire que la biographie ne détermine pas l'œuvre, mais en réalité, elle l'éclaire terriblement. C'est vrai pour la littérature, c'est vrai pour les idées, c'est vrai pour tous les arts en général.
Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Alors le Québec, parlons un peu du Québec, votre grande passion finalement. Ah oui, mon pays d'abord et avant tout. Oui, mais donc il se trouve qu'aujourd'hui, à notre époque, beaucoup de personnes n'ont pas un rapport avec leur pays qui soit un rapport de passion. Vous, c'est un rapport de passion, d'amour débordant, non ? C'est d'abord et avant tout l'histoire d'un amour sincère, enfin d'appartenance première, dans un contexte de pays inachevé, qui, de par cet inachèvement, pourrait disparaître avant les autres. C'est-à-dire, je suis hanté par l'idée que le Québec disparaisse, premier élément, et je suis hanté par l'idée aussi qu'il n'advienne jamais à la pleine existence politique. C'est-à-dire, de la manière la plus simple qui soit, c'est ne pas avoir de pays pour moi, je ne parle pas pour les autres, mais c'est une douleur. Je ne suis pas le type le plus triste sur Terre, mais quand je pense au fait que les Québécois n'ont toujours pas leur pleine existence politique, quand je pense qu'on n'a toujours pas de pays à nous, c'est-à-dire on en a un, mais c'est un pays inachevé, c'est un pays rêvé, c'est un pays incomplet, ça, je trouve que c'est atroce. Et probablement qu'un Québec indépendant permettrait de délivrer bien des nationalistes québécois du souci anxieux et permanent de leur pays, parce qu'ils auraient enfin un pays qui soit le leur à l'échelle du monde. Le visage du Québec serait imprimé lui aussi sur la carte du monde. Ne pas avoir de pays indépendant, sentir qu'on peut disparaître, qu'on est dans un régime qui a programmé notre extinction démographique, identitaire, et dans le régime canadien qui veut transformer le peuple québécois de langue et de culture française en population bilingue du Québec, se définissant d'abord par le Canada et ensuite par le Québec. Sentir qu'à l'échelle du monde, le Québec pourrait un jour disparaître à la manière d'un souvenir, comme une forme d'Acadie tardive, je trouve ça terrifiant. Et il y a dans la chanson, vous connaissez peut-être de Linda Lemay, qui s'appelle Les Maudits Français ou Les Français, qui est pas mal. Puis à un moment donné, il raconte l'amitié franco-québécoise. Puis il raconte les Québécois qui arrivent en France et qui sont tout impressionnés par ce pays-là. Puis on ne sait pas exactement comment ça, c'est beaucoup plus sophistiqué que nous, beaucoup plus élaboré. Il y a le travail des siècles, tout ça. Donc il y a une forme de sophistication française qui nous bouleverse. Les Français arrivent chez nous et là, ils découvrent la simplicité québécoise. Il y a quelque chose d'absolument touchant là-dedans. Puis à la fin, elle raconte, puis à la fin du séjour du Français au Québec, elle dit, et à la fin, ils ont compris qu'ils n'ont plus le droit de nous appeler les Canadiens alors que l'on est Québécois. et je pense que c'est fondamental, c'est-à-dire le nombre de Québécois qui, lorsqu'ils se font dire qu'ils sont Canadiens, ont l'impression de se faire insulter, ou à tout le monde ont l'impression de se faire mégenrer sur le plan national et qui réagissent assez vivement, j'en suis. Quand on me fait le coup, vous êtes Canadien, Québécois. Et il y a dans le mot québécois une réponse qui n'est pas simplement une correction factuelle, mais une protestation existentielle. Et une revendication. Oui, bien sûr. Pour qu'un jour, ça n'en soit plus une. Alors, éclairez-nous. Il y avait une appellation autrefois qui était celle de Canadien français. Enfin, je dis avec lequel moi j'ai grandi, que j'ai lu dans les livres d'histoire. Et j'ai l'impression que tout d'un coup, que je place au moment de la Révolution tranquille, donc dans les années 60, cette appellation de Canadien français disparaît. Oui, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que ça que porte en fait au point de vue des idées les deux appellations? Si on y va dans l'ordre, au moment de la fondation de la colonie, on est d'abord français. En 1608, quand Champlain fonde Québec, on est français. Au bout de deux générations, on dit les habitants. Les habitants, des Canadiens, les gens du pays. Donc les Canadiens, pendant longtemps, nous serons des Canadiens. Et les Anglais qui arrivent en 1760 à 63 avec la conquête anglaise, c'est les Anglais. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand les Anglais commencent à devenir des Canadians, eh bien, on n'est pas simplement des Canadiens, on n'est pas la version francophone des Canadians. Donc on dit Canadiens-Français, pour marquer à la fois la différence et l'origine. Et ça va être comme ça de 1840 globalement jusqu'aux années 1960. Et dans les années 60, les Canadiens français du Québec disent, nous, on a quand même... Le Québec a été fondé comme entité politique en 1867 comme province du Canada. Ils disent, on n'est pas 25% de quelqu'un d'autre, comme disait Gaston Miron. On est un peuple à part entière. Donc le Québec est notre espace de projection. Donc, nous sommes des Québécois. Le mot Québécois alors désignait seulement les gens de la ville de Québec.